Le débat du jour, Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a 4 ans, l'Arabie Saoudite intervenait militairement dans le conflit au Yémen entre les rebelles Houthis et le pouvoir incarné par le président Abd Rabbo Mansour Hadi qui avait justement trouvé refuge en Arabie Saoudite après sa fuite. Le conflit du Yémen a fait au moins 10 000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé et selon un décompte partiel et provoque une crise humanitaire qui est présentée comme la pire au monde par les Nations Unies. Des millions de personnes ont besoin d'aide et malgré la trêve conclue au mois de décembre, les termes de l'accord peinent à être appliqués et les combats continuent en plusieurs endroits du pays de manière sporadique. La paix est-elle possible au Yémen? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Franck Mermier, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et spécialiste du Yémen, directeur de recherche au CNRS. Vous avez coordonné l'ouvrage Yémen, écrire la guerre qui rassemble des analyses d'auteurs yéménites et c'est aux éditions des Classiques Garnier. C'est paru l'an dernier. Et Gérard Vespierre, bonjour. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la FEMO, c'est la Fondation des études pour le Moyen-Orient et fondateur associé de Stratégique Conseil. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays, Franck Mermier? Alors aujourd'hui, il semble que donc les combats ont repris à Hodeïda. En tout cas, il y a eu une certaine baisse d'intensité après les accords de Stockholm en décembre 2018. Et puis là, il y a de nouveau des combats plus violents. Également dans la région nord de Hajja, où les Houthis se sont emparés d'une région tribale qui avait prôné l'insurrection il y a 2 mois. Et donc il y a encore des fronts très actifs au Yémen, en dépit donc d'une trêve qu'on aurait pu espérer à partir de décembre 2018, mais qui n'a jamais été véritablement appliquée. Des combats sporadiques ou systématiques? Qu'est-ce que vous diriez, Gérard Vespierre? Très sporadique. Parce que le mouvement Houthi, maintenant, ne contrôle, entre guillemets, plus qu'à peu près 20% du territoire. Il représente dans la population 20% à peu près également aussi, puisque même si la religion ou la branche chiite du zaïdite qui est la spécificité du mouvement Houthi, connaît aussi des divergences à l'intérieur de ce mouvement-là. L'oncle du responsable du mouvement a donc Azem al-Houthi a dit récemment de son neveu qu'il était un bandit et un voyou parce que il suivait la voie de Téhéran. Il l'a carrément renié en fait. Voilà. Ouais. Donc à l'intérieur du mouvement Houthi, vous avez des difficultés qu'on pourrait qualifier d'idéologiques et vous avez donc des difficultés politiques à l'intérieur du mouvement. Ces combats sporadiques sont expliqués, si vous êtes d'accord avec cette analyse, Franck Mermier, par les dissensions au sein du mouvement Houthi en partie? Je pense qu'il y a aussi la volonté de la coalition de finalement d'être à nouveau présent sur le terrain, d'autant plus que il faut bien voir qu'après les accords de décembre 2018, les accords de Stockholm, il n'y a pas eu de mise en œuvre des articles de l'accord qui concernaient notamment l'échange de prisonniers, 15 000 prisonniers part et d'autre, aussi la levée du blocus saoudo-émirien sur la partie du Yémen contrôlée par les Houthis, et puis aussi le fait que évidemment les Houthis eux-mêmes à Hodeïda ne sont pas retirés de la ville, ce qui était aussi prévu dans ces accords. Et donc finalement le fait que la bataille d'Hodeïda n'a pas encore repris de façon dure, mais dans le même temps on a vu aussi la reprise de bombardements aériens sur Sanaa il y a quelques jours. Donc, et puis les menaces aussi de la part des Houthis d'envoyer des drones sur les territoires saoudiens et émiriens. Donc on a de nouveau une tension de la situation qui signifie aussi que finalement on pourrait dire que l'accord les négociations de Stockholm donc finalement n'ont pas encore donné quoi que ce soit. Ouais, vous avez répondu par anticipation à ma question sur les termes de l'accord de cessez-le-feu. On va se concentrer peut-être sur le cas d'Hodeïda qui est assez symptomatique parce que il y a donc des combats, ils ont repris au début de la semaine, malgré cet accord. Pourquoi le cas de cette ville portuaire d'Hodeïda est si important, Gérard Vespierre? Le cas est important parce que c'est le poumon économique d'importation pour alimenter la capitale, pour alimenter Sanaa qui est à 200 km. Et pourquoi Hodeïda? La bataille a commencé au mois de juillet 2018. Et pourquoi pas en 2016? Pourquoi pas en 2015? Pourquoi en 2018? C'est que donc le reflux du mouvement Houthi a permis effectivement
aux Émirats Arabes Unis, premièrement à l'armée régulière qui est restée fidèle au président Hadi, aux milices saoudiennes, soudanaises, qui se sont aussi impliquées, donc de reprendre le contrôle de la situation. C'est pour ça que le territoire houthi devient très très limité. Et ça est intervenu simplement maintenant parce que il y a eu un fait vraiment majeur qui est le 3 décembre 2017. Le 3 décembre 2017, le seul allié politique du mouvement houthi, qui est l'ancien président du Yémen, le président Saleh, dit il n'y a pas de progrès dans cette guerre, ça ne mène à rien, il faut négocier avec l'Arabie Saoudite. Ça, c'était le 3 décembre 2017. Et le 4 décembre, devinez ce qu'il s'est passé, il était assassiné par les Houthis. Et cet événement-là a commencé à être l'élément générateur du reflux houthi politique et militaire. Alors moi je dirais que les combattants, les forces qui sont soi-disant fidèles au président Hadi et qui combattent sur le front de Hodeïda, de la mer Rouge, qui ont finalement réussi à gagner des territoires, du terrain, notamment en reprenant la ville de Mocha, etc., sont assez composites, c'est-à-dire qu'on y trouve justement les forces du neveu d'Ali Abdallah Saleh, Tarek Saleh, qui, lui, s'est rallié, non pas au président Hadi, mais à la coalition. Il a fait encore aucune déclaration disant qu'il était rallié au président Hadi. Et puis aussi des combattants sudistes. Combattants sudistes qui viennent donc du sud, évidemment, et qui sont des Houthis, ce sont des autonomistes qui combattent des séparatistes sudistes, donc qui combattent sous la bannière de la coalition arabe, qui sont soutenus par les Émiriens, bien entendu, puisqu'ils ont soutenu, les Émiriens ont soutenu la création en mai 2017 du Conseil de transition sudiste. Donc il faut voir aussi que d'un côté, effectivement, les Houthis, qui semble montrer une cohésion plus forte que le camp du président Hadi, a aussi des faiblesses. Le camp Houthi a également des faiblesses, des dissensions. Et puis dans le camp du président Hadi, on a aussi évidemment un manque de cohésion flagrant qui a été aussi une conséquence de la politique menée par les Saoudiens et les Émiriens durant leurs 4 ans de guerre au Yémen. Oui, cette coalition emmenée par les Saoudiens, est-ce qu'elle est toujours solide, Gérard Vespierre, pour vous ? Je pense que oui, parce que d'abord ils ont une très longue frontière avec le Yémen, donc ça aide beaucoup les choses. Et deuxièmement, les négociations ont commencé depuis longtemps. Avant Stockholm, il y a eu d'autres événements. Avant Stockholm, il y a eu Mascate, c'est-à-dire que le négociateur en chef des Houthis à Stockholm, Mohamed Abdel Salam, donc qui était là en Suède au mois de décembre, était présent à Mascate au mois de mars, avec devinez qui, avec Mohamed Ben Salman, le prince héritier voilà. Saoudien. Donc les négociations ont commencé dès que effectivement les Houthis se sont retrouvés démunis d'alliés, morts du président Saleh, et à ce moment-là ils ont été amenés pour des raisons politiques et économiques, parce qu'il y aurait eu un virement de 2 milliards de dollars vers la banque centrale du Yémen de la part de l'Arabie Saoudite, le 18 mars, c'est-à-dire le lendemain de la rencontre. Donc voilà, les choses sont enclenchées de différentes façons, politiques, militaires, et pour aboutir à, nous l'espérons tous, à une solution prochaine. Conflit complexe, donc avec des éléments politiques intérieurs évidemment, mais aussi extérieurs. Est-ce qu'il peut s'arrêter ce conflit tant que la rivalité régionale entre l'Iran et l'Arabie Saoudite reste à ce niveau, Franck Mermier? Je dois dire aussi qu'il y a un conflit entre les deux camps sur la question de la légitimité. Chacun des deux camps ne reconnaît pas à l'autre la légitimité évidemment et chacun réclame, revendique plutôt la légitimité de gouverner le Yémen. Donc il faudrait qu'il y ait d'abord sur ce plan-là un compromis de part et d'autre, c'est-à-dire des concessions pour qu'il puisse y avoir un partage du pouvoir. Et il y a que par l'intermédiaire d'un partage du pouvoir, les Houthis vont pas renoncer au territoire qu'ils contrôlent, d'autant plus que en plus ils ont ce qu'ils avaient demandé depuis le début, c'est-à-dire un accès sur la mer Rouge. C'est un peu ça aussi qui avait conditionné leur putsch à Sanaa en septembre 2014. Et dans le même temps, le Hadi, lui, qui est fort de la reconnaissance internationale, du pouvoir, enfin de l'appui des Saoudiens, des Émiriens, etc.,
lui ne va pas renoncer non plus à sa légitimité. Donc c'est sur cette question-là, il faudra que les puissances, les parrains régionaux, aussi bien l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats et les autres, finalement arrivent à ce que les deux camps fassent des concessions. Et c'est ça, je crois, qui est le plus difficile. Cela implique que les deux camps yéménites se parlent, mais cela implique aussi, et je reviens sur ma question, pardonnez-moi, que l'Iran et l'Arabie Saoudite se mettent d'accord pour faire pression sur leurs alliés respectifs. Alors, pas forcément. Je pense que l'Iran a fait pression depuis de très très nombreuses années. L'Iran est impliqué au Yémen, je dirais, depuis les années 80. Et la famille Al-Houthi, donc la famille vraiment, a séjourné en Iran. Donc il y a des liens, et un peu dans la stratégie que Téhéran a développée quelques milliers de kilomètres plus au nord, vis-à-vis du Liban, avec la création du Hezbollah. Alors je ne dis pas que le mouvement Houthi est Hezbollah yéménite, c'est voilà, mais c'est dans l'esprit en tout cas un appui iranien de la famille chiite pour influencer effectivement et créer un problème sur la frontière sud de l'Arabie Saoudite. C'est une des questions centrales, Franck Mermier. Les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran. Jusqu'à quel point? En fait, il faut bien voir aussi que le modèle, par exemple, d'Al-Malik al-Houthi, le leader suprême du mouvement, c'est le Hezbollah. Il y a aussi des liens extrêmement forts avec l'Iran, comme ça vient d'être énoncé. Mais il y a un soutien militaire, financier, organisation. Il y a effectivement un soutien. Il est indéniable, ce soutien. Après, sur la question du transfert d'armes, ça c'est beaucoup plus difficile à déceler, puisqu'évidemment il y a aussi un blocus, un embargo émirien et saoudien. Mais dans le même temps, on sent bien qu'il y a, et c'est un soutien finalement qui coûte pas grand-chose à l'Iran, d'une certaine façon, puisqu'il a tout bénéfice à affaiblir son concurrent saoudien ou émirien dans la région, avec une guerre finalement qui ne lui coûte pas grand-chose. Dans le même temps, le modèle d'Abdelmalik al-Houthi, c'est un peu Hassan Nasrallah sur un plan symbolique et politique, etc. Il essaye un petit peu d'avoir son charisme. Hassan Nasrallah, c'est le patron du Hezbollah, même s'il n'y arrive pas, en fait. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'on a, ça a déjà été un petit peu évoqué, c'est qu'on a eu une chiitisation du zaïdisme durant ces dernières années par le biais du mouvement Houthi, qui a emprunté finalement certains des rituels comme la Ashura ou d'autres éléments, et qui finalement peut aussi entraîner une scission à l'intérieur même des zaïdites qui ne se reconnaissent pas évidemment tous dans ce modèle. Oui, Gérard Vespierre. C'est peut-être aussi pour cela que le président Saleh a été assassiné le 3 décembre 2017. C'est-à-dire que cet assassinat favorisait la politique de l'Iran, c'est-à-dire de garder une plaie au sud de la péninsule arabique. À partir du moment où vous avez un ancien président, 30 ans de présidence à la tête du Yémen du Nord et du Yémen réuni, qui dit « moi, je veux négocier maintenant, je laisse les Houthis de l'autre côté, je veux négocier », si on l'élimine, effectivement, la guerre continue. Bon, donc il y a un acte là de la part de Téhéran, à mon avis, qui a permis la poursuite de la guerre. Franck Mermier. Ouais, je voudrais vous dire aussi qu'il y a un acteur dont on parle moins, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, on parle moins des Émirats Arabes Unis, qui a aussi, grâce à cette guerre, finalement étendu sa zone d'influence, notamment dans le sud du Yémen, en favorisant la création de milices. On a plusieurs milices qui ont été créées, notamment pour lutter contre Al-Qaïda, mais qui finalement ne reconnaissent pas le pouvoir du président Hadi, qui normalement devrait être soutenu par la coalition arabe. Donc les Émirats Arabes Unis sont accusés aussi et sont maintenant leur présence dans ces régions du Sud ont provoqué aussi des manifestations, une contestation populaire, même au sein du mouvement sudiste qui est lui aussi scindé. Donc il faut bien voir aussi que les Émirats Arabes Unis aussi profitent de ces guerres pour étendre également leur zone d'influence. L'ONU dans tout ça, j'allais vous poser cette question, Gérard Vespierre, parce que l'ONU a donc supervisé ces discussions de Stockholm de manière importante. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, l'Organisation des Nations Unies, pour arriver à ce que ces combats au moins sporadiques s'arrêtent complètement? D'abord, elle a fait des bons choix. Elle a nommé un émissaire pour le Yémen qui est un émissaire anglais.
Donc ça, c'est intéressant, c'est intelligent. Parce que, bien sûr, il y a une histoire entre l'Angleterre et cette la péninsule partie. arabique. Voilà. Et donc, le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre, Jeremy Hunt, a fait de nombreux déplacements aussi. Donc, il y a une implication de l'Angleterre via l'ONU pour, effectivement, aborder le problème des négociations et structurer ces négociations. Donc il y a eu un premier essai au mois de septembre à Genève où les Houthis ne se sont pas déplacés et finalement au mois de décembre en Suède, au château Johannesberg, eh bien les choses ont pu se mettre en place. L'ONU est efficace dans tout ça, Franck Mermier, ou pourrait l'être encore davantage? Non, je voudrais dire aussi, rajouter justement à ce qui a été dit, le fait que Martin Griffiths, l'envoyé spécial de l'ONU, et en plus parle très facilement avec les Houthis. Donc il parle avec toutes les parties, et c'est ce qui lui permet finalement d'arriver à ce type d'accord, même si après sur le terrain c'est beaucoup plus compliqué puisque ces accords sont pas encore suivis des faits. Des pressions internationales pour tenter de faire arrêter cette guerre qui dure depuis plus de 4 ans sur le plan intérieur, mais qui a été renforcée par l'intervention saoudienne. Est-ce que l'affaire Khashoggi a permis justement de pousser les Saoudiens à être peut-être un petit peu plus modérés? Est-ce que ces pressions sont en train de se relâcher? C'est pour ça que les combats reprennent un petit peu. Je ne crois pas un instant à l'impact de l'affaire Khashoggi. Je vous disais il y a quelques minutes que Mohammed Ben Salman lui-même était donc dans le sultanat d'Oman, à Mascate, en les 17 et 18 mars 2018. Donc, c'est-à-dire 8 mois avant l'affaire Khashoggi, pour négocier avec les Houthis. Donc, voyez-vous, il peut y avoir un habillage, ça peut être facile de dire ça, mais quand on regarde les événements, ce à quoi doit s'attacher le géopoliticien, de regarder les faits, eh bien, je pense que ça ne tient pas la route. Mais ça a peut-être créé une atmosphère quand même pour augmenter les pressions des puissances occidentales, notamment des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., par rapport à la politique de l'Arabie Saoudite concernant le Yémen. Mais dans le même temps, il faut bien voir aussi que de l'autre côté, les Houthis avaient besoin de respirer par rapport à une bataille de Hodeïda qui devenait extrêmement dangereuse pour eux et qui menaçait de leur couper leur seul accès à la mer Rouge. Vous parlez de l'influence américaine, allemande, française. Les armes que ces pays livrent à l'Arabie Saoudite continuent d'être livrées, Gérard Respire. On est dans le domaine du symbole. Il y a un côté, on parle, mais il y a un côté, on livre aussi. Non, mais on est dans le symbole, là, parce que là, ce qui fait la différence, c'est les hommes sur le terrain. Et ce qui fait les différences, c'est les 14 000 Soudanais. Ce qui fait la différence, ce sont effectivement les milices organisées par les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, ce qui fait la différence, comme on l'a vu en Syrie, c'est le terrain. Ce sont pas les livraisons de missiles. Vous le disiez, Franck Mermier, les belligérants sont peut-être tout simplement en train de reprendre des forces avant de recommencer. Moi, je crois qu'ils sont, en tout cas, les Houthis sont épuisés. Il faut voir aussi que la population souffre énormément sous la férule des Houthis. De l'autre côté, on a bien vu aussi qu'en 4 ans de guerre et dans les territoires censés relever de l'autorité du président Hadi, il y a énormément de problèmes, il n'y a pas de service, il y a de l'insécurité à Aden, à Taïz, etc. Donc effectivement, et peut-être que les combats vont peut-être cesser, non pas faute de combattants, mais par un épuisement réciproque des différents pouvoirs. Merci Franck Mermier, Gérard Respire, vous vouliez répondre, mais on n'a plus le temps, c'est terminé déjà. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Merci spécial à Muriel Paradon qui m'a aidé. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.